Ok, bon. Moi, c'est Monsieur Liga. C'est moi qui vais vous entraîner sur le cours de mécanique des sols. Bon, on devait faire ce cours depuis quelques temps, mais j'ai eu un empêchement. Alors, pour cela, sans plus tarder, je vais donner le programme tel que vous voyez ici. Ce cours est divisé en plusieurs chapitres, à savoir, bon, je ne vais pas suivre exactement les mêmes noms qui sont dans le document. Donc, je vais d'abord faire en premier chapitre la caractérisation des sols. Normalement, on devait faire le deuxième chapitre hydraulique des sols. Mais on m'a fait comprendre que vous avez déjà fait un cours d'hydraulique. Donc, c'est pour cela que le cours sur l'hydraulique, je ne vais pas l'aborder. Et après, nous allons voir en chapitre 2 les contraintes dans le sol. C'est un cours qui demande un très bon background du cours de MMC, mécanique des milieux continus. En chapitre 3, nous allons voir l'équilibre plastique. Non, pardon, les cisaillements et la stabilité. Bon, et ensuite, nous allons voir l'équilibre plastique, action des terres sur les soutènements. Si nous avons le temps, nous allons voir comme dernier chapitre les fondations. OK. Passons au chapitre 1. Passons au chapitre 1. Je suis en train de dérouler là. Je suis à la 5e diapo. OK. Chapitre 1. Tout d'abord, j'espère que chacun a eu le temps de lire le document, c'est puisque je l'ai envoyé, ça fait maintenant plus d'un mois. Il faut d'abord qu'on parle de la différence entre un sol et une roche. Un sol se définit par rapport à une roche comme étant un agrégat massif à forte cohésion. Je reprends. Un sol, par opposition à une roche, est un agrégat naturel formé de grains minéraux séparables par une action mécanique faible. Ça veut dire qu'un sol a peu de cohésion par rapport à une roche. OK. Tandis qu'une roche est un agrégat massif à forte cohésion. C'est pour cela que dans le caractère fondamental d'un sol, on a toujours tendance à penser à des sols meubles. Par contre, dans le cadre des roches, on ne retrouve pas des roches
meuble. Lorsqu'on parle géologiquement, c'est-à-dire dans... OK. Maintenant, définition, la mécanique des sols. C'est quoi la mécanique des sols? La mécanique des sols est une discipline qui applique les lois mécaniques et les lois hydrauliques des sols. Par rapport aux autres matériaux comme le béton, l'acier, les plastiques, les sols présentent d'autres caractéristiques spécifiques. OK. Les sols sont considérés comme des milieux discontinus et sont également considérés comme des milieux polyphasiques. En effet, les sols sont composés de 3 phases. C'est pour cela que lorsque j'affiche la diapo, diapo 6, attendez un tout petit peu. Voilà. Reçu la diapo 5. C'est pour cela que lorsque j'affiche la diapo 5, vous allez constater que, un sol est composé d'air, d'eau et de grains solides. Parfois, on peut trouver n'a pas d'eau. Ça veut dire que ce sol est un sol sec. Lorsque ça a de l'eau et que le volume par l'air est égal à 0, ça veut dire que ce sol est un sol saturé. Saturé en eau. OK. D'accord. Bon. Quelles sont les applications de la mécanique des sols? Elles s'appliquent aux bâtiments, aux travaux publics, aux ouvrages naturels tels que les talus, les gisements de terrain, la stabilité des pentes, les ouvrages de retenue tels que les barrages, les digues, les quais et les terrassements. Pourquoi étudions-nous la mécanique des sols? Une question aussi qu'il faut qu'on quel est le but de la mécanique des sols? La mécanique des sols est une science expérimentale assez jeune. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects géotechniques qui sont appliqués depuis les années 1780. Elle a pour but d'obtenir des renseignements sur les propriétés physiques, hydrauliques et mécaniques des sols. Ce sont ces informations qu'on utilisera dans la conception des ouvrages de génie civil. OK. Ici, comme on le constate ici, dans la colonne de gauche, on voit la représentation des volumes. Ici, c'est DS, qui est le volume des grains solides, VW, qui est le volume d'eau, et VA, qui est le volume de l'air. Ici, bon, nous n'allons pas noter ça comme ça dans nos travaux, nous allons noter ça gamma. Le poids, en fait, c'est le poids volumique.
le poids volumique de l'air, de l'eau, des grains solides. Vous aurez le temps un peu de lire l'autre document que je vous ai envoyé. C'est le cours écrit que j'ai pu faire. OK. Maintenant, j'aimerais afficher l'autre document. Je vais l'afficher tout de suite là, parce que je vais vous montrer quelque chose dans ce document. Je vais le charger. Donnez-moi quelques instants là. Je suis en train de charger. C'est en train de charger. OK, donc, jusque-là, pendant ce temps, si quelqu'un a une question, il peut profiter, il pose sur ce qu'on vient de parler concernant la définition de la mécanique des sols. Oui, monsieur. J'ai deux questions. D'accord. Pose tes deux questions. La première. C'est par rapport au but de mécanique des sols, monsieur. Je n'ai pas bien saisi le réseau dérangé. Également, la différence entre un sol et une roche. D'accord, OK. Je vais recommencer. Une roche, au sens de la mécanique des sols, est un agrégat massif à forte cohésion, alors qu'un sol, par opposition, est un agrégat naturel formé de grains minéraux séparables par une action mécanique faible. OK? Donc, je prends un simple cas. Un sol, on peut déplacer un sol avec une action mécanique telle qu'une pelle hydraulique, un excavateur. Par contre, une roche, il faut vraiment, c'est les miniers qui connaissent. Donc, il faut faire des explosifs, charger des trous et essayer de déplacer la roche. OK? D'accord, monsieur. Bon, concernant le but des mécaniques des sols. Le but. Oui, monsieur. OK. La mécanique des sols est d'obtenir des renseignements sur les propriétés physiques, hydrauliques et mécaniques des sols. C'est pour cela que la géotechnique se confond beaucoup et puis emploie de la mécanique des sols. Bon, monsieur. OK. Bon, je vous ai montré également les différents volumes là, occupés par l'air, par l'eau et par les grains solides. J'ai appelé VA le volume occupé par l'air, VW le volume occupé par l'eau et VS le volume occupé par les grains solides. OK. Je vais nommer petit e. OK? Monsieur. Petit e indice des vides. Je vais afficher, c'est en train de charger. Mais il faut qu'on continue quand même. OK? D'accord, monsieur, c'est bon. Je vais nommer petit e, indice des vides, petit n, la portée.
également nommé SS, indice R, le degré de saturation en eau du sol. OK? Le degré de saturation en eau. Ça s'exprime en pourcentage. Okay. Comme je l'ai dit, un milieu est dit saturé si tout le volume des vides est occupé par l'eau ou si le volume d'air est nul, ce qui nous envoie à R est égal à 100. OK, ça s'est affiché. On va dérouler. Diapo 3. Passons directement au OK. Vous voyez le schéma là, non? Monsieur. Propriété physique relative au sol. Okay. J'ai dit, je nommais N comme la porosité. Je nommais E, OK, comme l'indice des vides. Toute cette distance, la distance, tout ça, c'est le volume de notre sol, OK, de notre milieu. V, indice V, c'est le volume de vide, OK. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas l'eau et qu'il n'y a pas de... ça, c'est l'indice des vides. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est le vide. OK. Et VA, c'est l'indice, c'est le volume de l'air. W, c'est le volume de l'eau. Et VF, c'est le volume de solide. OK. Voilà les différentes formules que nous avons. Des vides est égal au volume des vides sur le volume des grains solides. OK. Merci. Si le volume des grains solides est égal à 1, comme dans le schéma, c'est-à-dire si son volume est égal à 1, alors E est égal à V, V, indice V qui est le volume des vides. La porosité N, la porosité N est égale au volume des vides sur le volume total. OK. Ici, sur le schéma, on voit le volume total et on voit le volume des vides. OK. C'est ça qui est la porosité. OK. Ça veut dire que si le volume total est égal à 1, la porosité est égale au volume des vides. Le degré de saturation SR qui s'exprime en pourcentage, SR est égal au volume de l'eau, parce que c'est le degré de saturation. Qu'est-ce qui sature le matériau? C'est l'air et l'eau. On est d'accord? OK? Monsieur. OK. C'est pour cela que c'est égal au volume de l'eau sur le volume des vides. Parce que le milieu se statue en eau. OK. Et le volume de l'eau est égal au volume de vide moins le volume de l'air. OK. Le volume de l'eau est égal au volume des vides moins le volume de l'air. OK. Si le volume de l'air est égal à 0, SR, si ça c'est égal à 0, on a V, indice V sur V, indice V qui se simplifie. Et SR est égal à 1, c'est-à-dire 100%. OK? Comme je l'ai dit, un milieu est saturé si tout le volume des vides est occupé par l'eau ou si le volume d'air est nul ou
Et SR sera égal à 100. OK, on passe à la diapo 6. Ces propriétés sont des propriétés relatives au volume. OK. Comme je disais tantôt, dans ma H, maintenant, je passe aux propriétés relatives au poids. Si vous avez bien remarqué dans l'autre document que j'ai d'abord affiché, il y avait une colonne à gauche concernant les volumes et une colonne à droite concernant les poids. Donc, ce qu'on a vu d'abord là concernait les propriétés sur les volumes. Maintenant, on voit les propriétés physiques relatives au poids, donc le poids volumique. OK. Dans H, il y a encore le poids volumique du sol humide à l'état brut. OK. Est égal à V sur V. W qui est le poids total de l'échantillon sur le volume total de l'échantillon. OK? Gamma S est égal à WS qui est le poids. Partout où vous allez voir S, ça veut dire solide, grain solide. Partout où vous allez voir H, ça veut dire humide. Ça veut dire qu'il y a l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. D'accord. OK. Gamma S qui est donc le poids volumique des grains solides est égal au poids des grains solides sur VS qui est le volume des grains solides. OK. Généralement, le poids volumique est compris entre 26. Le poids volumique des grains solides est de l'ordre de 26 à 28 kN par mètre cube. Gamma D, c'est le poids volumique sec. OK. Ça, c'est le poids volumique des grains solides. Ça, c'est le poids volumique sec. Est égal au poids des grains solides sur le volume total. Gamma W, j'ai dit là où il y a indice W, ça réfère à l'eau. Ça veut dire que c'est le poids volumique de l'eau. Le poids volumique de l'eau, donc de la partie où il y a l'eau, occupée par l'eau. Ça veut tout simplement dire que s'il n'y a pas l'eau, ça veut dire que gamma W n'existe pas. On est bien d'accord? Okay? Parce qu'il y a des sols qui n'ont pas d'eau, qui sont secs. OK? Bon. Gamma W est égal au poids de l'eau, W, indice W, sur W, qui est le volume de l'eau. Et il est généralement, sa grandeur tourne autour de 10 kN par mètre cube. La teneur en eau, qui est grand W, qui est égal à W indice W, donc c'est-à-dire le poids de l'eau sur le poids du solide. OK. On a parlé de beaucoup de formules, sans plus tarder, on va essayer de faire une démonstration et un petit exercice. Exercice 1. Vous me suivez? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une question juste avant de commencer les petits exercices? Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Peut-être quand vous allez après lire et chacun va faire mentionner ces questions
Et la prochaine fois, on aura en début de cours une séance de réponse aux questions d'entamer le chapitre qui va suivre. OK. Maintenant, passons au exercice 1. Montrer que n est E sur 1 plus E. N qui est la porosité, E qui est le vide. OK. On sait que N est égal à V sur X V sur le total. OK. Or, volume total est égal au volume des solides plus le volume des vides, OK, plus le volume de l'eau. Or, le volume de l'eau est égal à 0. Alors, on va remplacer V, cette formule ici en bas. OK. Le VSI monte, le VSI descend et se simplifie. On est d'accord. Ça veut dire qu'on aura en bas V, on aura au-dessus indice V sur V indice V sur VS plus V indice VE. OK. Or, qu'est-ce qu'on avait dit en E? Si vous vous rappelez, si quelqu'un se rappelle, nous avons dit que E est égal à V indice V sur VS. Or, V indice V est au V indice S et va rester en bas. Okay. Ça veut dire que quand on le sort, il descend. Ça fait que on aura E sur 1 plus E. Parce que E est égal à V indice V sur VS. OK? Le E si V indice V sur ça là, c'est E. Et ceci, c'est encore E. Et ça se simplifie. Vous avez compris là? Oui, monsieur. D'accord. Montrons que gamma H qui est le poids volumique humide est égal à gamma D qui est le poids volumique sec. OK. Poids volumique sec facteur de sur W. OK. On va démontrer cela. OK. Que est à W sur V. Or, W, OK, qui est le poids total de l'échantillon. OK. Qui est le poids qui est égal au poids du solide plus le poids de l'eau plus le poids de l'air. OK. On vient remplacer ça ici. En considérant qu'il n'y a pas d'air, OK, ça veut dire que son poids est 0. On a ceci, WS plus W indice W qui est égal à OK. Quand on fait sortir WS sur V en fleur, 1 plus W sur V sur WS reste dans les parenthèses. Et WS qui est gamma D, parce que c'est le poids volumique solide. C'est ceci. W sur W indice W sur W n'est rien d'autre que W total. OK. Exercice 3. Montrer que gamma S, qui est le poids volumique des grains solides, qui est égal à 1 plus E
facteur de gamma D. On a gamma S qui est égal à gamma S sur gamma S, sur VS. Or, WS est égal à gamma D sur fois V. Okay. On vient de voir celle-ci-là. Okay. C'est juste que le SI, le gamma D, le VC est monté. Donc, ça veut dire que WS est égal à gamma D, ok, gamma D phi fois V. Ok, c'est ça qu'on a ici. Ce qui entraîne, lorsqu'on va remplacer ça ici, ok, fait égal à gamma D facteur de V sur VS. V sur VS. Or, V est égal V qui est le volume total, qui est égal au volume des vides plus le volume des solides, tout en considérant que le volume de l'air est nul. Quand on vient remplacer V, on a ceci. Ok. On fait que VS sur VS, c'est V indice V sur VS, qui est l'indice des vides. Ok. Quand ça se simplifie, ça reste 1, il y a des vides et on a démontré. Et ça, je vous laisse le soin de faire cette démonstration et de la comprendre. On passe à la tour suivante. C'est bon, jusque là? Oui, ça va, monsieur. OK. Les autres démonstrations, je vais vous laisser vous exercer dessus. Et là où quelqu'un est coincé, la prochaine fois, il va me faire part et nous allons revenir. Bon, c'est bien beau, tout ce qu'on a eu à parler. On a présenté les propriétés, ok? Mais il faut savoir qu'au final, comme propriété physique d'un sol, on compte 11 propriétés d'un sol qui sont gamma H, gamma D, gamma prime. C'est vrai, je n'avais pas parlé de gamma prime. Mais gamma prime est le poids volumique déjaugé. OK? Ou encore la densité déjaugée. Nous avons également parlé de gamma S, gamma saturé quand le poids, quand le matériau est saturé, gamma saturé, gamma saturé, W sat, SR, E, N, gamma W. C'est quoi le gamma prime d'un sol? On parle de gamma prime d'un sol que lorsque le sol est saturé. OK? Si le sol n'est pas saturé, on ne parle pas de gamma prime. OK? Ça veut dire quand vous aurez affaire à des exercices, à des sols secs, vous n'allez jamais calculer ce gamma prime. Je me fais bien comprendre. Dans la réalité, la connaissance de 3 propriétés uniquement est suffisante pour déterminer toutes les autres propriétés. C'est ça qu'on vient de voir dans l'exercice que je voulais vous faire voir, qu'on a essayé de faire précédemment là. OK? Ça veut dire que si on a l'indice des vides, on a le poids de l'eau et on a gamma S, alors nous pouvons déterminer toutes les 11 autres propriétés, comme c'est 11, toutes les autres 9 autres propriétés physiques des sols. Et si ce sol est saturé, quand il dit saturé, ça dit saturé en eau. Et si ce sol est saturé, 2 suffisent pour connaître toutes les autres. À l'allométrie. Depuis, on parle des sols, on parle des sols, mais il faut qu'on puisse maintenant identifier les sols.
et on identifie les sols par rapport à la taille des grains solides. OK? C'est pour cela que sur cette échelle-ci, vous allez voir cette échelle est ici en bas, c'est les diamètres des grains descendants. Et là où c'est la nomination, OK? C'est-à-dire c'est l'identification. Ça veut dire, lorsque la taille moyenne des grains, OK, est comprise entre 200 mm et 20 mm, en mécanique des sols, on identifie cette catégorie comme les cailloux. Okay? Quand c'est compris entre 20 mm et 2 mm, c'est considéré comme des graphes. Quand c'est compris entre 2 mm et 0, des gros sables. Okay? Quand c'est compris entre 0,2 mm et 0,02 mm, comme les sables fins, et 0,02 mm et 0,2 microns. OK? C'est considéré comme des limons et en dessous, c'est de l'argile. C'est vrai, quand vous partez dans les endroits comme la carrière, je veux un peu attirer votre attention. Dans les endroits tels que la carrière. Dans la carrière, on fait le même travail, OK? Mais on a presque les mêmes granulométries. Mais on ne définit pas, on n'identifie pas ces matériaux de la même façon. OK? Tout simplement parce que les issus de la carrière ne sont pas les sols. OK? Bon. Et vous voyez sur le schéma, c'est-à-dire quand c'est compris 0,2 mm, c'est considéré comme des sols grainus. Okay? En deçà, ce sont des sols fins. OK. C'est quoi la granulométrie? La granulométrie représente la distribution massive des grains sur leur position. C'est pour cela que quand vous allez en laboratoire géotechnique, on fait généralement les essais sur la granulométrie. Donc, et après ces essais, on obtient une courbe granulométrique. C'est un schéma qui représente les pourcentages en poids des grains en fonction des diamètres. OK? Ça se passe comment? On superpose les différents tamis avec des mailles. Ces tamis ont des mailles Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suppose, je suis en laboratoire, je décide de superposer 5 tamis. Genre, premier tamis laisse passer l'ouverture de la maille de mes premiers tamis au-dessus. Laisse passer les grains de 200. Non, pardon. Ne laisse pas passer les grains de 200 milli, mais laisse passer tous les autres bancs. Et en dessous, je mets un autre tamis qui ne laisse pas passer ça et laisse passer ça. Vous allez compter qu'à chaque fois, à chaque tamis, on aura les passants et les refus. C'est pour cela que quand tu vas prendre le poids des passants, c'est-à-dire les tamisants, OK, et tu fais sa courbe granulométrique parce que
la courbe granulométrique est une courbe qu'on rencontre en abscisse. C'est les logs des diamètres, c'est-à-dire log de D. Les diamètres là sont les différentes ouvertures des mailles de mes tamis. J'espère que je me fais très bien comprendre. Et en ordre, la lue ou là, c'est la courbe de la lue des refus. OK. Je me fais comprendre, j'espère. Je passe au diapo 10. Je reviens ici. Je reviens. J'ai dit que ici, en abscisse, ce qui est là, c'est log de D. Et là, c'est les pourcentages passant des refus. En fait, ça c'est en pourcentage, ça c'est en log de D. D c'est en millimètres, comme, hein, ok? C'est les différentes ouvertures des tamis, ok? Ça veut dire que ça c'est une courbe logarithmique. Il faut qu'on sache, ok? Ça veut dire que pour faire ces deux courbes, nous allons faire des échelles logarithmiques. Ok. On verra ça un peu plus tard. Devant. Passons à la diapo 10. Ok. Nous allons parler de quelques paramètres caractéristiques de la granulométrie. CU. Le coefficient d'uniformité de Haven. Il permet de dire si une granulométrie est étalée ou serrée. CU est égal à D60 sur D10. Quand je mets D60, ça veut dire tout simplement diamètre correspondant à 10% de tamisa, c'est-à-dire 10% dans mon tamis. OK? Je vous ai montré la courbe là tout à l'heure. Ça veut dire que c'est diamètre, quand vous voyez sur la courbe, quand vous allez voir sur la courbe, diamètre correspondant à 60% passant sur diamètre correspondant à 10% de passant. Ça, c'est la formule du coefficient de Haven. Alors, quand le coefficient de Haven est inférieur à 2, on dit que la granulométrie est uniforme ou bien elle est serrée. Si le coefficient de Haven est supérieur à 2, la granulométrie est étalée. En 5, quelques aspects de la description des sols. OK. Je vous ai montré où se situent les corps fins. J'ai dit que en opposition des corps des sols fins, nous avons des sols grainus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Allô? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, on vous suit, monsieur, on vous suit. D'accord, ok.
Je continue. Je voulais juste me rassurer. J'ai dit en opposition des sols fins, je vous ai montré l'échelle tout à l'heure. On a le sol continu. Alors, je vais donc faire la description, quelques aspects de la description des sols fins. Je suis dans la catégorie des sols fins. Dans les sols fins, on retrouve les argiles. J'espère que vous avez vu ça, ok. Le comportement d'un sol fin est très lié à sa teneur en eau. En fait, plus un sol est fin, plus la surface spécifique des grains est plus grande et plus l'eau y joue un rôle important. Il faut noter l'importance de l'eau absorbée qui constitue une main pellicule liée au grain et qui ne peut s'éliminer que par un chauffage supérieur à 300 degrés Celsius, alors que l'eau libre peut s'évaporer à 100 degrés en laboratoire. OK? On va mesurer l'importance de ces eaux par différents essais qui vont définir deux paramètres, à savoir, premier paramètre, la limite, premier paramètre, la limite de liquidité et la limite de plasticité, WP. OK. Limite, c'est limite ou encore indice. Vous allez voir dans d'autres documents, on va vous dire indice de liquidité WL ou bien indice de plasticité W. Pourquoi l'indice de liquidité? L'indice de liquidité, c'est la teneur en eau au-delà de laquelle le matériau se liquéfie. OK? Au-delà de laquelle le matériau se liquéfie. OK. L'indice de liquidité est égal à W en majuscule, c'est le W majuscule, moins WP sur l'indice de plasticité. OK? La limite de plasticité B, c'est la teneur en eau pour laquelle le matériau devient plastique. Okay. Pour laquelle le matériau devient plastique. Si je reviens sur la limite de liquidité, si l'indice, en fait, l'indice de liquidité est inférieur à 0, le sol est dur. C'est-à-dire, on classe ça comme sol dur. OK? Si l'indice de liquidité est compris entre 0 et 1, le sol est dur à très plastique. Donc, c'est-à-dire, c'est dur à très... Ça tend à être très plastique. Et si l'indice de liquidité est supérieur à 1, le sol est fluide. Okay? Parce qu'on a dit que c'est la teneur en eau au-delà de laquelle le matériau se liquide. Parce qu'on a parlé plus haut de chauffer. Nous sommes ici en laboratoire géotechnique. OK. En B, l'indice de plasticité, c'est la teneur en eau pour laquelle le matériau devient plastique. Si l'indice de plasticité est compris entre 7%, OK, et 17%, on a affaire à l'argile sableuse. Ce qu'on est en train de faire ici, les gars, ce qu'on est en train de faire ici,
Nous sommes en train d'essayer d'identifier les sols. OK? On est en train de voir différentes méthodes d'identification des sols. C'est-à-dire, on veut donner des noms à des sols. J'ai d'abord commencé par la granulométrie, donner certains noms. C'est-à-dire, si le diamètre des grains moyens est compris entre X et Y, ça veut dire que ce sol, on peut donner quel nom? Je l'ai fait là plus haut. Maintenant, je suis en train de voir maintenant en termes d'indice de liquidité. Si je chauffe le sol à 300 degrés, l'indice de liquidité, si c'est compris entre telle valeur et telle valeur, je nomme le sol est un sol dur. OK? Ou bien je nomme le sol comme là actuellement. Si l'indice de plasticité est compris entre 7% et 17%, alors on a affaire à un sol sableux, à une argile sableuse. C'est-à-dire l'argile qui comprend ça. Hein? Si l'indice de plasticité est inférieur à 1, le sol est pulvérulent. Si l'indice de plasticité est supérieur ou est compris entre 1% et 7%, le sol est dit c'est un sable argileux. Et s'il est supérieur à 17%, alors c'est de l'argile. Passons à la diapo 11. Okay. On a vu la formule de l'indice de liquidité qui est grand W moins WP sur l'indice de plasticité. Or, l'indice de plasticité, lui, il est égal à WL moins WP. Okay. Les WL et WP sont venus, c'est en laboratoire. Okay. État solide, état plastique, état liquide. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de chauffer en liquide solide pour ces différentes étapes. Okay. On chauffe jusqu'à ce que ça se liquéfie. Okay. Donc, là, je crois qu'il n'y a pas de questions à poser. Sur le point granulométrique, les sols fins sont des sols qui doivent comporter au moins 50% en poids des grains inférieur à 0, inférieur à 80 microns. OK? La granulométrie des sols peut se faire soit par sédimentométrie, soit par densimétrie, dont le tamisant est inclus. Le tamisant est inclus. Nous allons passer aux limites d'Attenberg. J'ai d'abord parlé des limites de liquidité, limites de plasticité. Maintenant, je parle des limites d'Attenberg. OK? Nous sommes toujours en train de décrire les sols fins. La présence de l'eau pilote le changement de consistance des sols fins. Au laboratoire, la limite de liquidité WL correspond à la teneur en eau pour laquelle une entaille se forme sur 10 mm à 25 coups. OK. À l'arrêt de Cassagrande. Nous allons voir ça tout à l'heure. Okay. Je ne suis qu'en train de décrire le mode opératoire pour la limite d'Attenberg.
OK. Au laboratoire, la limite de plasticité qu'on a vu ici, WP, OK, est la teneur en eau qui correspond à la coupure d'un cylindre de 3, d'un cylindre où il y a l'échantillon, bien sûr, d'un cylindre de 3 mm de diamètre de sol, OK, en tranche de sol de 10 à 20 mm. C'est-à-dire au laboratoire, okay, la limite de plasticité WP est la teneur en eau qui correspond à la coupure d'un cylindre de 3 mm de diamètre de sol en tranche de sol de 10 à 20 mm. OK. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. D'accord. Passons aux caractéristiques d'un sol par son indice de plasticité IP. En général, donc, maintenant, on cherche à caractériser un sol, OK, par son indice de plasticité. C'est-à-dire, on veut également identifier les sols, leur donner des noms à partir de l'indice de plasticité. En général, si IP est supérieur à 30, le sol sera inapte pour les chantiers de terrassement. OK? Car il sera difficile à compacter. Pourquoi? Parce qu'on a vu un peu plus haut que l'indice de plasticité IP. OK? Quand il est supérieur à 17, c'est de l'argile. Est-ce qu'il est facile de compacter de l'argile dans les chantiers de terrassement? Non. OK? Donc, vous êtes en train de voir que on est en train de vouloir entrer dans l'application de toutes ces propriétés physiques des sols. Passons à, comme on veut caractériser les sols par l'indice IP, nous allons passer à l'essai au bleu de méthylène. OK. C'est un effet qui se fait sur la surface spécifique des grains solides. OK. C'est un essai qui indique la quantité d'éléments de fin, OK, c'est-à-dire d'argile. Je passe à la diapo 12. OK. Vous êtes à la diapo 12 et vous voyez ce qui s'affiche. L'essai au bleu de méthylène, il rend compte de l'importance de la surface spécifique du sol. Il se mesure par la quantité de bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, c'est un réactif. OK? Ça se trouve dans les laboratoires de géotechnique. Alors, il se mesure par la quantité de bleu de méthylène pouvant se fixer sur les parois argileuses de nos grains fins. Okay. Le bleu de méthylène PBS s'exprime par la quantité du bleu de méthylène en grammes consommé pour 100 grammes de particules. Alors, voilà comment on identifie. Ça, c'est ici, ce que vous voyez là, c'est l'échelle des blés de bleu, l'échelle croissant de 0,2, 2,568. OK?
Et avec le bleu de méthylène, voilà comment on identifie les sols. Quand c'est compris entre 0 et 0,2, vous voyez, on a la valeur de 0, on a fait au gramme au sable. Quand c'est 0, c'est le limon. Quand c'est 2, c'est de l'argile. Quand c'est 6, c'est de l'argile. Quand c'est 8, de la boue. Okay. Ou bien je tourne. Nous allons passer au compactage des sols. Le compactage. Vous êtes des futurs ingénieurs de génie civil, alors chacun a une idée de ce que fait que le compactage dans les chantiers de terrasse. Compactage des sols. C'est l'une des méthodes de stabilisation les plus répandues en dehors de l'utilisation des remblais, de surcharge et de l'ajout des produits chimiques. L'essai qui permet le compactage d'un sol, essai Proctor. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que en laboratoire, les paramètres du compactage, ok, l'essai qu'on va faire, c'est l'essai Proctor. Je me fais très bien comprendre. Okay. Parce que l'essai Proctor mesurer l'état de compacité optimale du sol par rapport à sa teneur en eau. Cette compacité est traduite par l'équation des fonctions de gamma sat. OK? Ça fait une équation, OK, fait une fonction. Okay. Une fonction linéaire, OK? Et c'est une, généralement, c'est une c'est le poids volumique sec. Okay? Et quand on parle de gamma sat, ça veut dire qu'il y a la saturation, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. En laboratoire, cette fonction se présente sous forme d'hyperbole, comme vous voyez ici. Okay. Donc, le W optimal représenté ici avec le point A. Okay. Ça veut dire que de O à A fait un versant sec et de O à B est un versant mouillé. Ici, A a comme coordonnée 12%. Okay. 12% de sable et D en environ 1,94. C'est un exemple. C'est proctor normal. J'ai dit qu'on parle de ces proctor quand on parle de compactage ou dans les chantiers de terrassement. Pourquoi on cherche à connaître
fait les serpentors. C'est pour connaître le coup on dispose normal. Le sol est compacté avec un marteau également de chute prédéterminé. Le nombre de coups par couche est également normalisé et on répète cette procédure en faisant varier la teneur en eau et on trace la courbe et l'optimum proctor A, comme vous avez vu ici. L'optimum proctor A avec ses différentes coordonnées et l'optimum proctor est le point où la courbe passe par le maximum. Okay. Voilà les différentes masses. Voilà le poids. Ça, c'est les masses en laboratoire. Ça, c'est la masse qu'on utilise en laboratoire pour faire l'essai proctor normal 2,49, presque 2,50 kg. La hauteur de chute, c'est ça. C'est-à-dire, première couche, on lâche, deuxième, on lâche, troisième, on lâche. Le volume, okay. Le volume de la moule. OK. Et ça, c'est le nombre de couches par couche. Okay. 25 quand c'est pour ce volume. Et pour calculer. Ici, nous sommes en laboratoire. Donc, vous constatez que rien ne se fait au hasard d'un champ. Sauf si les gars veulent jongler. Comme nos frères, dont je ne vais pas prononcer les noms, nos frères de l'Asie. Alors, ils font c'est ça. OK. Et voilà suivant. Passons à la diapo suivante. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur.
Toi aussi, tu as déjà du mal à le suivre. Tu n'entends plus ce qu'il dit, non? Oui, monsieur. Oui. Je ne le suis même pas. Ça Compliqué. coupe de temps en temps, ça fait des bruits. Il n'est même plus connecté. Merde. Il La se dé- connexion dérange. sa connexion était dérangée là. À la fin, moi, je ne suivais même plus rien. Vous me suivez? On vous suit, mais il y a la connexion qui dérange, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Ok. Hein? Ça coupe, monsieur, ça coupe trop. Il y a trop d'interférences. On ne suit presque plus ce que vous dites. Ça fait déjà au moins 10 minutes. C'est en train de déranger. Et c'est en train de me déranger là. Non, ça dérange un peu. Il disait qu'il merci beaucoup pour la connexion. Vous me suivez? On Oui, a toujours monsieur. le même problème. Mais il y a le bruit des grains. Un peu. Ok. Vous suivez? Oui, c'est bon. Ok. Quelle est la partie où vous n'avez pas suivi? Quelle est la place où vous avez À où l'extrait des docteurs et effet proctor? essayer de bleu, laisser de bleu, de bleu. Le bleu de bleu méthymène. Ouais. Ça dérange encore. Hein. Oui, La monsieur, mais connexion a commencé à déranger là. On n'entend toujours plus. Venir au bout de... C'est bon? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. On ne suit pas, monsieur. Ça dérange vraiment beaucoup, on ne suit pas. compliqué. Hein? You know? On ne suit Wow. vraiment pas, monsieur. Je ne sais même pas si vous me suivez aussi. Du bleu de méthylène. Vous me suivez? Oui, c'est bon. Ok. Bon. Je vous disais que le bleu de méthylène est un essai qui indique la quantité d'éléments fins. Vous me suivez, non? Oui, on vous suit, on vous suit. D'accord, ok. Alors, le bleu méthylène est, est aussi un autre essai qu'on fait au niveau du laboratoire pour, pour identifier les sols. Ok. Mais c'est un
réactif qu'on met dans l'échantillon fin. Se fait au niveau des sols fins et ça réagit sur la surface spécifique des grains solides. C'est pour cela que nous avons cette courbe-ci, ok, qui est une courbe croissante dans ce sens-ci du bleu de méthylène. Et en fonction des valeurs du bleu de méthylène, nous avons les différentes granulométries que nous donnons des noms. C'est-à-dire, quand la valeur du bleu de méthylène est égale à 0, on a fait au sable ou au grave. Quand c'est égal à 2 au limon, à 0,2 au limon, à 2,5 aux argiles, à 6 aux argiles fins, à 8 à la boue. OK? J'ai dit concernant la matière organique, vous allez lire. Les flux répandus en dehors de l'utilisation des remblais de surcharge et de l'ajout des produits chimiques. L'essai qui permet de maîtriser les paramètres de compactage d'un sol est appelé essai Proctor. Ça veut dire que partout où vous allez comprendre essai Proctor, c'est un essai qu'on veut maîtriser les paramètres de compactage d'un sol. Le compactage est cet exercice-là, cette action de consolidation d'un sol en apportant d'autres matériaux ou alors en exerçant une certaine énergie de compactage sur le matériau. Alors, l'essai Proctor permet de mesurer l'état de compacité optimale d'un sol par rapport à sa teneur en eau. Cette compacité se traduit par l'équation WD fonction de WSAT. WD n'est rien d'autre que le poids en volumique sec, okay, et WSAT, c'est le poids de l'eau saturée. OK. Et cette fonction est une courbe. C'est une hyperbole dont l'optimal A, cette hyperbole dont l'optimal A est ce qu'on appelle optimal le Proctor. OK. Dans cet exemple-ci, nous avons l'optimal Proctor en W, nous avons 12% sable et en WD optimal 1,4%. OK. De 0 à sur le tronçon OA, c'est un versant sec. Sur le tronçon OB, c'est un versant mouillé. Okay. Pourquoi faire mouillé? Parce que ici fait des grandeurs croissantes de W. W, quand on parle de W, c'est de l'eau. Or, là, fait des grandeurs inférieures. Donc, c'est-à-dire, ici est plus sec que là. OK? Maintenant, essai Proctor normalisé. Je vais décrire le mode opératoire en laboratoire. Okay. On met en laboratoire pour faire l'essai Proctor normalisé. On met dans un moule normalisé appelé moule Proctor différentes couches d'épaisseur normale. Okay. Le sol est compacté avec un marteau également normalisé tombant d'une hauteur de chute prédéterminée.
Le nombre de coups par couche est également normalisé et on répète cette procédure en faisant varier la teneur en eau. OK. Et on trace on trace cette fonction gamma D, fonction de gamma SAT, et on obtient l'optimum proctor A, qui est le point où la courbe passe par l'optimum. OK. Voilà les valeurs normalisées de la masse en laboratoire 2,4 par 9 ou bien 2,5 kg. La hauteur de chute en 2, okay, c'est 305 mm. Le nombre de couches, première couche, on fait les défaits, deuxième on fait, troisième on fait. Okay. Le nombre de moules, pardon, le volume de moules, on a deux types. 944 cm3 et 2124 cm3. OK? En 5, nous avons le nombre de coups par couche. 25 pour le premier volume, 52 pour le, pardon, 56 pour le deuxième volume. En 6, nous avons l'énergie de compactage. OK? 592 kg par mètre cube pour la première couche et pour la deuxième couche. Nous avons 589. OK. Ici, c'est pour l'essai proctor modifié en 1. Voilà la valeur 2. Voilà la valeur du marteau. OK. En 2, la hauteur de chute. Okay. En 3, le nombre de couches. Okay. 9. En 4, le volume des moules. En 5, le nombre de couches par coup, de coups par coup. 6, l'énergie de compactage. Alors, vous constatez avec moi que l'essai proctor permet non seulement de savoir quel nombre de couches il faut mettre sur un tronçon routier. Bon, je prends le cas de la route. Hein. Sur un tronçon routier, de savoir le nombre de couches qu'il faut mettre sur un tronçon routier. Quel type de couche, dont on a dit l'identifier en termes d'échelle granulométrique. OK? Quelle quantité d'eau qu'il faut verser par couche et quelle énergie de compactage qu'il faut appliquer sur chaque couche pour avoir un tronçon bien compacté. OK. On passe à l'autre diapositive. 13. Vous êtes toujours avec moi, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Quelques facteurs pouvant influencer l'essai proctor. La granulométrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la teneur en eau et l'énergie de compactage. Okay. Je nomme petit 1, ici un indice, 1, la granulométrie, et 2, l'énergie de compactage. Okay. La granulométrie, plus le diamètre moyen des grains solides est élevé, plus, ok, le WD optimum sera bas et le WD optimum sera haut. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, concernant l'énergie de compactage, plus l'énergie de compactage, plus le W optimal sera bas, plus l'énergie de compactage sera élevée.
et plus le poids volumique sec optimal ira, ça veut tout simplement dire quoi? Si il y a moins d'eau, il y aura, si il y a moins d'eau dans le sol, l'énergie de compactage sera élevée. OK? Et le poids volumique du sol sec, pas humide, sec, sera élevé. OK. L'intérêt pratique de cet octobre, parce que c'est bien beau de faire ça en laboratoire, mais pratiquement, ça nous sert à quoi? Ça sert à faire quoi? Ça sert à quoi? En construction de remblai, la détermination du point A, c'est donc l'optimum bloquant, permet de déterminer, quand on a déterminé cet optimum, quand on a fait cette courbe, c'est-à-dire cette hyperbole obtenu cette courbe et ce point, cela nous permet de déterminer l'épaisseur des différentes couches du remblai, la quantité d'eau d'arrosage de chaque couche et l'énergie de compactage, c'est-à-dire le choix du compacteur. Parce que vous savez avec moi que les compacteurs sont pas pareils. On est bien d'accord? OK. Donc, il ne faut pas oublier cela, mes chers ingénieurs. Passons à la classification des roches, des sols. Pour classer les sols, on a besoin des résultats des essais d'identification présentés plus haut, à savoir, j'ai fait d'abord l'essai d'identification concernant la granulométrie. Okay? La courbe log, si vous vous rappelez, la courbe logarithmique. J'ai fait les limites d'Attenberg, qui sont aussi des essais d'identification. J'ai fait le VBS plus de méthylène et j'ai fait l'essai Proctor. Maintenant, il existe plusieurs méthodes ou types de classification. Les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur la nécessité d'uniformiser toutes ces méthodes. Certaines méthodes peuvent être plus adaptées à la classification de type particulièrement de sol que d'autres. Ici, nous allons citer trois principales méthodes utilisées en France, à savoir le point, les abacs de Taylor, okay. Les abacs à savoir les abacs de Taylor, le diagramme de Cassagrande et la norme LFP. Okay. Les abacs de Taylor, il utilise, je ne sais pas, je vais chercher ces abacs-là. OK. Je vais vous scanner ça et vous envoyer ça. Je vais chercher ça. Je crois que c'est dans mes documents là-bas. OK. Il utilise uniquement les résultats de granulométrie et il permet de baptiser un sol comme une argile, un limon, un sable, une argile sableuse. Vous voyez, c'est aussi des abats qui nous permettent d'identifier les sols. Nous avons le diagramme de Cassagrande. Il utilise uniquement les caractéristiques de plasticité qu'on a vu un peu plus haut. Donc, c'est-à-dire les limites d'Attenberg. Et il est plus adapté pour la classification des sols fins uniquement. Parce qu'on a dit que les limites d'Attenberg sont adaptées pour la classification des sols fins, pas pour la classification des sols grainus. La norme
NFP. Celle-ci combine les trois résultats suivants, à savoir la granulométrie, la limite d'Altenberg et le bleu de méthylène, VBS. Okay. Vous allez me demander à quoi bon faire toutes ces classifications. Non, pardon. Quel est le but de tous ces essais cités plus haut? OK. Alors, on va essayer de voir le but de ces essais cités plus haut. L'objectif de cette classification. Quel est le but de la réalisation de tous les essais cités ci haut? C'est-à-dire la granulométrie, la teneur en eau, l'essai Proctor, les limites d'Altenberg, le bleu de méthylène. Tout ça là. Quel est le but de ces essais? Il s'agit d'identifier les sols et plus particulièrement la granulométrie et la teneur en eau permet de spécifier le squelette, tandis que le Proctor et le VBS et les limites d'Altenberg sont des essais qui tiennent compte des relations intergranulaires. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire quoi? L'essai sur la granulométrie, sur la teneur en eau, ça nous permet d'identifier le squelette. OK? Ça veut dire c'est le sable, c'est l'argile, c'est le limon, c'est les grains fins. C'est ça. OK? Mais ce que je cite là, le Proctor, le VBS et les limites d'Altenberg, qu'on ne fait que sur les grains fins, ça nous permet, ces essais nous rendent compte sur les relations intergranulaires. Donc, ça nous rend compte sur la cohésion. Est-ce que ces sols sont cohérents, sont stables, sont durs? Okay. Tous ces essais d'identification sont faits sur des sols remaniés. On dit que ce sont des essais de laboratoire. Ces essais, oui, puisque depuis qu'on a commencé là, nous sommes en train de parler de laboratoire. Donc, ça veut dire que nous sommes partis sur le site, nous avons prélevé des échantillons de sol et partis faire ces différents essais Proctor et le bleu de méthylène, les limites d'Altenberg, mais en laboratoire. Maintenant, il faut qu'on revienne vers les essais in situ. Je me fais comprendre là? OK. On dit que ce sont des essais de laboratoire. Ces essais ne sont pas suffisants pour rendre compte du comportement complet d'un sol. Et pour compléter ces renseignements, on va effectuer des essais dits in situ. C'est-à-dire, je m'en vais sur le chantier, je fais les essais encore. OK. Ce sont ces essais que nous allons également voir. OK. Ce sont ces essais que nous allons également voir. Un peu plus. Maintenant, application pratique des essais d'identification. Les essais d'identification permettent de qualifier un sol par un nom précis. Par exemple, une argile, un limon argileux. Une telle appellation permet aux mécaniciens des sols de prévoir la destination la plus adaptée pour les sols. Exemple, l'argile est utilisée pour la réalisation des zones étanches, car elle a une très faible perméabilité. OK? Les sables sont utilisés pour le drainage. OK? Et il faut retenir que
on ne peut pas faire de compactage sur le sable. Les sables ne sont pas compactables. OK? Les sols les plus fins sont les plus sensibles à l'eau, tel qu'on l'a vu là. L'essai Proctor, lui, permet lors de la préparation d'un projet de remblai de savoir si le sol se trouve naturellement à une teneur en eau proche de celle de l'optimum. Au niveau du chantier, il sert de base de contrôle au compactage. Okay. Pour savoir l'engin à utiliser, l'épaisseur des couches à mettre en œuvre, la quantité d'eau à ajouter par couche et l'énergie de compactage permettant un compactage efficace. OK. Maintenant, revenons sur nos essais in situ. Nous avons dit que ce qu'on faisait avant, c'est les essais en laboratoire. Donc, on prend des échantillons, on vient dans le laboratoire et on applique tous les différents types d'essais pour connaître, pour identifier les sols. OK? D'accord. Et ou alors pour connaître la cohésion entre les grains des sols. OK? Tels que les essais Proctor. Maintenant, quels sont les essais qu'on fait in situ? Les essais qu'on fait in situ sont des essais qu'on va appeler le pénétromètre et le pressiomètre. C'est avec ces deux essais qu'on complète nos essais de laboratoire, parce qu'on a dit que nos essais de laboratoire sont des essais incomplets. OK? Ces deux essais, ce sont des essais fondamentaux à l'étude des fondations et à leur dimensionnement. Vous allez voir ça un peu plus tard, quand vous allez commencer à faire le dimensionnement d'une fondation. Le pénétromètre statique. Voilà à quoi ressemble le pénétromètre statique. OK? C'est un appareil, OK, qui permet de mesurer la résistance à l'enfant. Ici, là, c'est le sol, hein, on peut dire. Ici, là, vous voyez les hachures, là. C'est le sol, OK? C'est un essai qui permet, c'est un appareil qui permet de mesurer la résistance à l'enfoncement d'un pieu battu. Okay. Voici une masse. Voici la hauteur et le pieu, on lâche chaque fois. Okay. Et quand on bat, il y a deux phénomènes qui se passent. Okay. Il y a deux résistances opposées par le sol lors de l'enfoncement de cette tige. Il y a d'abord la résistance de la pointe, bien sûr, et la résistance latérale du haut frottement du sol. OK? Alors, ça c'est le périmètre dynamique. OK. L'estimation de cette résistance de la pointe conventionnelle est donnée par la formule dite des Hollandais. Voilà cette formule, Q est égal à GH M carré A de gamma de sigma facteur de M plus P. M, c'est la masse du mouton, ou bien, oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. La masse du mouton, la masse qui tombe. P, c'est la masse de la pointe plus la tige. Sigma, c'est l'enfoncement moyen parcours. A, c'est la section de la pointe. H, c'est la hauteur de chute du mouton. G, c'est l'accélération de la pesanteur.
Cette valeur de résistance obtenue est utilisée pour donner une indication qualitative sur la nature des roches, sur la nature des sols traversés, et en particulier, l'essai permet de repérer les couches les plus compressibles des couches granuleuses. Vous comprenez, non? Donc, ça nous permet de définir les différentes couches qu'on traverse. La qualité de ces différentes couches. OK. Maintenant, en deux, on a le pénétromètre statique. Là-bas, c'était le pénétromètre. Ça, là, c'était le pénétromètre dynamique. Et maintenant, nous avons le pénétromètre statique. Okay. Comme son nom l'indique, statique. La différence entre le pénétromètre dynamique et le pénétromètre statique est que, dans ce cas, la pointe est enfoncée avec une vitesse régulière, lente, d'où le qualificatif de statique. On mesure toujours la résistance de pointe QC et le frottement latéral F indice S qui renseigne sur le type de sol traversé. Parce que c'est avec le frottement et la résistance ici qu'on saura le type de sol traversé. OK. Maintenant, le pressiomètre. Voilà également le mode opératoire du pressiomètre que nous avons là. OK. Il s'agit d'une cellule en général de parois souples. OK. De parois souples introduites dans une tranchée de sol. Voilà le sol. Une tranchée de sol est soumise à une pression P. La déformation du sol, cette déformation du sol fini, vous voyez ici, rend compte de sa résistance mesurée par un module dit pressiométrique et donné par la formule suivante. La formule suivante. EM est égal à K. EM est égal à K. EM est égal à K delta P sur delta V. OK. K, c'est la constante caractéristique de la sonde. Et delta P, c'est la différence de pression. Delta V, c'est la différence de volume. OK. Mes chers amis, je vous ai aussi mis, je pense, un TD. Nous allons voilà un TD. OK. Commencez à réfléchir sur le TD. Parce que j'ai déjà donné, mais commencez à réfléchir là. Et ce TD-ci, celui-ci, papier millimétré. Je vais le faire sur un papier et tracer cette. Je vous ai déjà dit que c'est une courbe dont en abscisse les lobes des êtres, et ici c'est les données, nous avons idée. Bon, comme le cours est en ligne, effectivement, et vous regardez également
TD2 sur le compactage avec les cercles octeurs. C'est les deux trucs que nous allons faire. Et pour ce chapitre, c'est terminé. Est-ce que je me fais comprendre? Bien sûr. Oui, donc chacun va faire les idées que je vous ai laissées. Et on verra ce qu'il y a de faire. Vous me suivez? Moi aussi. Ok. Et la prochaine fois, on met ça en vendredi, même heure. Ok? D'accord, prof. Oui, vendredi, même heure, 21h, donc demain c'est jeudi. Vendredi, même heure. Et nous allons revenir sur vos questions et sur les télés que vous avez fait. Et on va faire, on va prendre une heure là-dessus, ou bien 40 minutes, 40 minutes. Ça va dépendre de votre compréhension. Et aussi, après cela, nous allons introduire le chapitre 2 que je vais également scanner et vous envoyer ça demain. Qui va concerner les contraintes dans le sol. Bon, vous passez une bonne soirée et restez confinés, restez chez vous. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, prof. D'accord. Merci à vous, monsieur.